Cécile Armand et nous allons discuter donc avec elle de son parcours d'historienne et puis de son projet Lisons les thèses. Donc bonjour Cécile. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Ouais. Est-ce que tu veux te présenter rapidement déjà? Oui, alors donc j'ai terminé, donc je suis historienne de formation. J'ai terminé ma thèse il y a 2 ans, en 2017. C'était une thèse qui portait sur l'histoire, la naissance de la publicité en Chine dans la première moitié du XXe siècle. Et donc avec une forte dimension usage des outils numériques, notamment la cartographie, les réseaux un petit peu, et puis d'autres outils plus classiques. Et donc suite à ça, j'ai fait un post-doctorat d'1 an à Stanford University, dans un centre justement dédié aux humanités numériques, avec une forte dimension spatiale et analyse textuelle. Et donc depuis 2018, je suis revenue en France et je fais partie d'un projet européen qui s'appelle Elite Power and Network in Modern China. Donc je suis passée en fait de la publicité aux publicitaires et à ces experts du marché. Donc j'ai ma place dans ce projet par rapport à la naissance d'une nouvelle catégorie sociale qui participe à la construction du marché et de la société de consommation en Chine. Alors, est-ce que déjà dans un premier temps, donc ce qu'on essaie de faire dans ce podcast, c'est de retracer les parcours en fait des chercheurs et de comprendre comment est-ce que t'en es arrivé à faire ce métier qui est assez particulier, tu vois. Donc déjà dans un premier temps, pourquoi l'histoire? Oui, alors, moi j'ai toujours aimé l'histoire, quand j'étais, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, quand on est à l'école, on aime bien les cours d'histoire, les pharaons, les maths, c'est intéressant. Mais après, c'est vraiment, je pense, en classe préparatoire que je me suis décidée. J'avais hésité un peu avec la littérature. Et je sais pas, j'aimais beaucoup l'histoire parce que ce que je trouve intéressant dans l'histoire, c'est que ça, quand on est enfermé dans son présent, en fait, ça montre qu'il y a des alternatives. Ça peut se paraître différent ailleurs, dans le passé, dans le futur, donc ça... Enfin, pour moi, ça fait réfléchir de manière un peu critique sur le monde dans lequel on vit, en montrant que ça n'a pas toujours été et ce ne sera pas toujours. Des fois, c'est un peu réconfortant aussi. Donc c'est surtout ma motivation première pour l'histoire, et j'aime bien aussi cette discipline parce que moi j'ai une approche un petit peu scientifique, on va dire. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu expérimental au sens où on formule des hypothèses. Enfin, c'est une science sociale avant tout, donc on formule des hypothèses, on les teste, si ça marche pas, on les reformule, et voilà. Donc il y a cette dimension-là qui m'attire assez, et puis de l'autre, il faut quand même savoir écrire, parce qu'un historien, il raconte une histoire. Donc cette combinaison des deux m'a toujours plu. J'ai fait un bac scientifique, parce que mes parents m'ont forcé. Du coup, il y a cette petite dimension-là, et en même temps, il y a la fibre littéraire qui trouve... Et la publicité alors, puisque ça c'est ton premier sujet du coup de... Oui, alors en fait non, la publicité c'est venu pendant ma thèse, enfin même en mon M2 à préparer un petit peu la thèse, mais c'est venu que dans un second temps. Au début j'ai travaillé sur des photographies, donc j'étais plutôt partie sur les images, ça m'intéressait, c'était à la mode quand j'ai commencé mon mémoire de M1, donc l'histoire des images c'était le truc qui se développait, voilà, ça m'intéressait beaucoup. En plus, comme je travaillais sur l'histoire chinoise, aborder l'histoire chinoise par les images, c'était assez intéressant, surtout quand on maîtrise pas le chinois classique tout de suite, etc. Donc, j'ai commencé avec des photographies, et puis c'est vrai que j'ai toujours été assez fascinée par la publicité, le fait qu'il y allait partout. Je collectionnais les images publicitaires dans les magazines, j'aimais beaucoup les publicités de parfums, notamment, étaient très stylisées, très travaillées, en plus que Monsieur Bricolage par exemple. Mais donc du coup ça me fascinait assez, et donc quand j'ai commencé mon M2 et ma thèse, je me suis dit tiens, je vais concilier mes deux centres d'intérêt qui étaient la Chine et la publicité, travaillant sur la naissance de la publicité en Chine. Ça n'avait pas été fait quand j'ai commencé. Ça n'a pas trop été non plus depuis, parce qu'en fait il y a une approche qui domine, qui est très... culturel, voire linguistique, c'est très marqué par le tournant linguistique où on étudie les symboles dans la publicité, les images de femmes notamment, les études de genre aussi sont passées par là, et du coup on n'étudie pas du tout la publicité pour ce qu'elle est, sa fonction commerciale, la replacer dans son contexte social, à quoi elle sert, d'où elle vient, et pas
en fait, le problème de ces approches, c'est qu'elles sont très anachroniques, quoi. Elles lisent les publicités comme on les lit aujourd'hui, comment les consommateurs voyaient les publicités, en quoi ça les faisait rêver, on n'en sait rien. Donc moi, j'ai voulu un peu changer d'approche, et c'est pour ça que mon travail avait sa place à ce moment-là. Alors, un truc que tu m'avais dit la fois qui est beaucoup intéressé, c'est comment, dans la publicité, on omettait une partie qui était comment le publicitaire essaie de convaincre son client qui est l'entreprise. Tu peux me parler un peu de ça ? Tout à fait. Oui, alors une autre chose qui me choquait un petit peu, enfin qui me dérangeait dans les travaux qui ont été faits, c'est qu'on parle toujours du pouvoir de la publicité. Encore cette année, j'étais invitée au rendez-vous de l'histoire à Blois, et il y avait une table ronde sur le pouvoir de la publicité. Et finalement, on a très vite dérivé sur autre chose parce qu'on n'en sait rien. On a du mal à mesurer, même encore aujourd'hui, les effets de la publicité sur les ventes, Donc du coup, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est de déplacer la question en se demandant si le pouvoir de la publicité, il joue pas tant au niveau du rapport entre le consommateur et puis son acte d'achat. C'est-à-dire que la publicité, elle va pas forcément vous pousser à acheter un produit pour les individus, même si c'est difficile de dire « Ah, j'ai vu cette publicité, donc j'ai eu envie d'acheter ce produit ». Mais c'est plutôt la capacité que le publicitaire, il a à construire un discours qui va convaincre son client de recourir à la publicité, parce que la publicité, elle est utile, elle va l'aider à vendre son produit, à faire monter les ventes, etc. Donc ça joue plutôt dans la relation entre le publicitaire et l'entreprise qui va recourir à ces services, quoi. Il faut qu'il construise une représentation convaincante de la société de consommation, du marché, du consommateur et de la stratégie qu'il va développer pour le toucher. Et c'est là où il y a plus, en fait, c'est plus le pouvoir du discours des publicitaires. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Ouais, et du coup, alors si on approfondit ça, du coup même quand nous après on pense qu'à cet autre aspect du rapport entre la publicité et le consommateur, en quelque sorte on reprend ce discours du publicitaire à son client. Oui, tout à fait, oui. C'est le publicitaire qui dit « Ah, mais la publicité ça marche ». Enfin, c'est comme ça qu'ils ont construit, on disait tout à l'heure, c'est une profession qui émerge dans les années... tout début du XXe siècle, mais qui au début elle a du mal à se légitimer. On dit que ça sert à rien, c'est un gaspillage d'argent. En plus c'était pas éthique, parce qu'à l'époque c'était dominé par les charlatans qui faisaient des annonces avec des promesses miraculeuses, ça guérit de tous les maux, etc. Donc forcément la publicité n'était pas légitime, donc les entreprises n'avaient pas trop envie d'investir là-dedans, quoi. Mais quand les professionnels sont arrivés, ou en tout cas se sont autoproclamés professionnels, ils ont dit mais si, la publicité elle marche, elle sert à quelque chose, elle va vous faire exploser vos ventes et vous allez exporter vos produits, c'est génial. Donc oui, quand on dit la publicité a un pouvoir, on marche dans leur discours, quoi. Même toute cette rhétorique dans les années 50 qui revient un petit peu là-dessus, mais c'est la publicité manipule les esprits, alors, c'est différent, mais on y croit, quoi, toujours, et encore aujourd'hui. Enfin, on entend le lavage de cerveau. C'est donc que d'un côté ça représentait quelque chose de diabolique et de l'autre côté, mais l'autre côté quelque chose d'efficace, mais en fait c'est deux facettes du même discours, tout à fait. Ouais, c'est intéressant ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup je vois à la question de l'efficacité des interventions de politique publique, par exemple. C'est pareil, quelque chose qu'on a beaucoup de mal à mesurer, parce que souvent on n'est pas dans des conditions de pouvoir le mesurer, et où il y a toute cette évidence que... Et on apporte des preuves, etc. Les publicitaires font ça aussi. Et... D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que maintenant on parle de marketing politique, et que les politiques eux-mêmes recourent à ces techniques-là pour légitimer, justifier leur politique. Pas que au niveau des campagnes électorales, je veux dire. Même après, on le voit tous les jours à la télé, quand on voit nos hommes politiques à la télé présenter leur nouveau programme, nouvelles réformes, etc. C'est très marqué par le même type de procédé qu'on voit dans les campagnes publicitaires, en fait. Ouais, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu as tiré de ta thèse alors comme réflexion personnelle sur tous ces trucs-là ? Bonne question. Alors en fait, moi j'ai un peu déplacé, j'ai évacué les questions morales, c'était mon point de départ par rapport à l'historiographie qui existait, et puis aux questions de société, mais moi ce que j'en ai tiré, j'ai essayé de faire, c'était faire émerger ces acteurs justement qui étaient complètement laissés dans l'ombre par l'historiographie, qui se focalisaient sur les images publicitaires, feuilletaient les journaux et regardaient les images. Moi j'ai essayé de faire émerger les premiers publicitaires, les premiers qui ont lancé leurs agences, qui ont essayé de connaître les consommateurs, mais c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas d'études de marché, ou on les a pas conservés. Donc ça, c'était vraiment, je pense, le gros apport, même si j'avais pas d'archives d'entreprise, donc c'était un peu décevant, un peu difficile. Après, ce que j'ai découvert aussi, c'était que la publicité urbaine était apparue très tôt et qu'il y avait des formes extrêmement proches de ce qui se passait aux États-Unis. Donc la question de l'américanisation m'a interpellée, et c'est quelque chose que je continue à chercher après en dehors de la publicité aussi, parce que l'américanisation se manifeste beaucoup dans d'autres domaines, notamment en Chine. Donc ça m'a vraiment frappée de voir des panneaux publicitaires qui ressemblaient à ce qu'on pouvait voir de l'autre côté du Pacifique au même moment, qui des fois anticipaient aussi certains courants.
Donc voilà. Et sinon, au niveau... Le problème de ma thèse, c'est qu'elle partait vraiment dans... C'était très exploratoire, donc ça partait dans toutes les directions. Donc il y avait à la fois cette dimension spatiale, étudier la publicité dans son environnement, notamment urbain. Je l'ai pratiqué aussi, cette approche spatiale, dans les journaux, où je me suis amusée à regarder où étaient placées les publicités, parce que ça a une importance, si c'est au début ou à la fin du journal, c'est pas pareil, en haut ou en bas de la page, surtout en chinois, comme on dit, de droite à gauche. Donc voilà, j'ai fait une étude vraiment spatiale, la publicité même imprimée, en mesurant leur taille, etc. Donc j'ai beaucoup appris en termes de méthodologie, en fait. Passé un temps fou à prendre certaines mesures, je ferai peut-être pas ça dans mes travaux futurs, mais c'était assez instructif. Ça correspondait bien à ce que je disais sur la dimension expérimentale et un peu tâtonnante de l'historien. Mais voilà, après... Et humainement, qu'est-ce que tu dirais d'avoir tiré de l'expérience comme le doctorat, qui a une expérience assez éprouvante? Oui, c'est vrai. En fait, rétrospectivement, je veux dire que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai, c'est une année où, en plus, on est assez libre de faire ce qu'on fait. J'ai l'impression maintenant qu'on est moins libre, on a plus de contraintes, de publication, de trouver un job, etc. Là, on nous donne, quand on a la chance d'avoir un contrat doctoral, on nous donne 3 ans. Moi, j'ai débordé, j'ai fait 5 ans pour construire son sujet. Et vraiment, c'est la première fois, je pense, moi, c'est la première fois que j'ai ressenti ce que c'était que de faire la recherche et de produire une connaissance inédite. Et ça, c'était vraiment valorisant. Et c'est là que j'ai compris que j'adorais la recherche et que je voulais faire ça. Parce qu'avant, on l'a pas... Ce que j'ai beaucoup aimé, surtout, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi la Chine, c'est les séjours de terrain. Contrairement à ce qu'on croit, l'historien n'est pas cantonné dans les bibliothèques à lire des ouvrages poussiéreux. Donc j'ai fait pas mal de... Voilà, je suis allée à Shanghai, je suis allée aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de sources sur l'histoire chinoise à l'époque républicaine et communiste en Chine, aux États-Unis, pardon. Donc j'ai beaucoup aimé ces expériences-là. Découvrir des nouveaux fonds d'archives, c'est assez jouissif. Et d'ailleurs, pour finir sur ce sujet, pourquoi la Chine ? Alors pourquoi la Chine ? C'est une longue histoire. Il y a une dimension à la fois de choix et l'autre de circonstances, pas de hasard mais de circonstances. Donc le choix, c'est... Bon, je voulais pas travailler sur l'histoire de France. Quand je suis arrivée à l'école normale supérieure, j'en avais marre de l'histoire de France, Napoléon, et voilà. L'Europe, c'était un peu pareil. Et du coup, on avait sur le campus, on avait cet institut d'Asie orientale qui attirait ma curiosité. Et donc, je suis allée voir, je me suis dit, tiens, la Chine, c'est vrai que c'est assez attirant. On en parlait beaucoup à l'époque, on en parle encore. Mais... Donc, j'avais envie un peu de voyager, de changer d'air culturel, comme on dit. Donc, je suis allée voir dans ce laboratoire. J'hésitais encore entre le Japon et la Chine. Et il se trouvait que le seul historien était spécialiste de la Chine. La personne qui était spécialiste du Japon était juriste, je crois, enfin spécialiste du droit. Donc ça n'allait pas marcher pour des raisons bêtement administratives. Donc finalement, je me suis orientée vers la Chine. Et voilà, donc c'est un peu les deux raisons qui m'ont poussée vers cet espace. Du coup, pour faire la transition sur ton projet éditorial actuel, lisant les thèses, entre-temps, tu as fait donc un gros usage d'outils numériques. Oui. Et notamment, j'ai vu un site Madspace dont le nom est tiré de Mad Men, la série sur la publicité. C'est vrai, oui, j'en ai pas parlé. En fait, ma thèse, justement, comme elle partait un peu dans tous les sens, j'ai accumulé beaucoup de matériaux interactifs ou non d'ailleurs, mais que je ne savais pas. Déjà, je savais, pour des questions même bêtement pratiques d'organisation de mon travail, je savais pas comment faire. On est tous confrontés à ça, on produit des fois beaucoup de documents, que ce soit quand on fait des statistiques, des tableaux Excel ou autres. Des cartes dans mon cas, j'avais fait des timelines aussi, enfin ce genre de choses, je savais pas comment faire. Et donc mon directeur de thèse, qui est à l'avant-garde des outils numériques justement, des pratiques numériques en histoire, m'a dit mais tiens, pourquoi on te créerait pas une plateforme un peu sur le modèle de la sienne à l'origine, puisqu'il est à l'origine d'une plateforme qui s'appelle Virtual Shanghai, donc qui est un projet numérique assez important dans les études chinoises urbaines. Et donc, son ingénieur m'a construit une plateforme sur le même modèle que je me suis appropriée et que j'ai en fait organisée comme je voulais par rapport à ma thèse. Donc, cette plateforme qui s'appelle Madspace, effectivement par analogie avec la série Mad Men, a servi vraiment de ce que j'appelle le compagnon numérique par rapport à ma thèse. Donc, j'ai pu y mettre les matériaux que j'avais besoin. Le problème qui s'est posé après, c'est quand j'ai dû écrire la thèse, je savais pas comment articuler les deux, donc j'ai pas résolu le problème. À mon avis, c'était pas satisfaisant, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. Et puis après, et puis c'est aussi ça qui, je pense, m'a valu
un post-doctorat à Stanford, parce qu'ils ont effectivement été assez interpellés par ce projet. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire c'est bien, hein, machin. Donc c'est vrai que c'était assez novateur, je pense. Oui, et puis ça participe à l'open access. Voilà, moi je mets tout dessus, même s'il y en a qui sont pas trop d'accord. Après j'évite quand même, par exemple, là j'ai reçu des archives où on m'a dit il faut pas diffuser machin, je mets pas. Parce que l'avantage c'est qu'on peut, comme pour Pierce d'ailleurs, on peut manager et dire ça va rester privé, ça va être public, voilà. Mais mon idée, c'est vraiment de tout partager, parce que je vois pas l'intérêt de... On va pas me voler mes idées, non, mais après, bon, il y a des gens qui ont des soucis avec ça, mais donc, voilà, l'idée, c'est effectivement que ce soit ouvert, partagé. J'attends avec joie des commentaires, même si on a moins que ce qu'on voudrait par rapport à l'effort qu'on investit dedans. Mais c'est normal, hein, on a tous des obligations, des contraintes de temps. Et puis... Super. Allez, on passe au deuxième projet. Alors, donc lisons les thèses. C'est une. Vas-y, explique-nous ce que c'est. Alors, lisons les thèses. Alors, ça, c'est une idée qui m'est venue. Ça fait déjà un petit moment. En fait, c'est parti d'une plateforme américaine novatrice aussi dans ce domaine qui s'appelle Dissertation Review et qui est consacrée, à mon avis, c'est le seul projet dans cet esprit-là, qui est consacré à faire des recensions de thèses, des comptes rendus de thèses, comme on le fait pour les ouvrages qui paraissent. Les ouvrages de sciences sociales, voilà, on publie dans une revue un compte rendu. Donc ce projet, Dissertation Review, s'est dit, mais tiens, faut reconnaître une valeur égale aux thèses et on va faire des comptes rendus de thèses. C'est un site à les lire, etc. Parce que c'est vrai que souvent, une fois que la thèse est soutenue, on la met dans un placard et voilà. Après, certains les publient, d'autres non, et même quand c'est publié, ce que je trouve assez dommage, ça dépend des travaux, mais on perd un peu toute la dimension expérimentale, méthodologique, de recherche dans l'ouvrage publié à la fin. Donc c'était ça, l'idée c'était de créer un petit peu la même chose pour les thèses francophones, enfin en tout cas soutenues en France, en partant de la base thèse.fr. Et donc ça m'est venu au début de l'année dernière, je sais plus, 2019. Parce que Dissertation Review avait connu une petite période de battement. Et elle est repartie au mois de décembre 2018. Et du coup, je me dis, tiens, c'est l'occasion, essayons de lancer la même chose en France. Donc ça a pris finalement assez bien. Ça a mis un peu de temps au début. J'ai essayé de solliciter d'abord les écoles doctorales, ça n'a pas trop marché. Et puis finalement, c'est en comptant sur les réseaux personnels que c'est vraiment parti. Et puis ça a fait un peu tache d'encre. Donc là, on a une petite équipe ce que j'appelle un comité éditorial, parce que on n'est pas des professionnels, on est bénévoles. Donc une douzaine de personnes, je pense, qui acceptent régulièrement de relire les comptes rendus, de faire des commentaires, de les renvoyer au rédacteur pour qu'il puisse reprendre sa copie. Et puis il y a des recenseurs qui sont des gens volontaires qui des fois me contactent, me disent tiens, j'ai envie de proposer cette recension, ou je voudrais être recenseur, mais j'ai pas d'idée de thèse, donc moi j'essaie après de faire le lien entre une thèse que j'ai reçue et puis un recenseur. Alors oui, il faut dire quand même que je reçois beaucoup plus de demandes de gens qui me soumettent leurs thèses, qui sont très contents, et donc moins de recenseurs, donc s'il y a des recenseurs volontaires, n'hésitez pas. Mais ça s'équilibre en fait, il y a beaucoup de gens qui spontanément proposent proposent de relire des thèses, de lire des thèses et d'en faire un compte rendu. Et puis... voilà. Ouais. Alors, du coup, il y a plusieurs. Déjà, donc, moi j'ai trouvé l'idée excellente dès que j'ai vu, donc j'étais vachement content de participer à ça. Parce que c'est vrai que donc ça représente déjà un gros plus pour une personne qui a soutenu sa thèse il y a pas très longtemps, de voir une recension. Est-ce que tu as envie de parler de ça déjà? Oui, c'est vrai. Par exemple, j'ai eu des échos assez intéressants et encourageants. C'est ça qui m'a poussé à continuer. Des fois, j'ai eu des messages de jeunes docteurs qui me disaient merci beaucoup parce que j'ai soutenu ma thèse et je suis surpris. Depuis, j'ai aucune nouvelle, aucune réaction. Donc c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. La thèse, après, on la met de côté. Voilà, la soutenance est finie. Et puis le docteur poursuit son chemin comme il peut, quoi. Donc voilà, c'est vrai que je pense que l'idée c'était que pour un docteur, ça permettait de faire connaître son travail, d'être éventuellement lu et avoir un retour sur son travail, surtout s'il veut le publier. Donc un des aspects des recensions aussi, c'était pour des lecteurs plus avertis, notamment des chercheurs plus avancés, de fournir des conseils d'écriture, de reprise du manuscrit, etc. Donc voilà, pour les recenseurs et pour les lecteurs en général, ça permet de se faire une idée de la recherche récente,
relativement, parce que j'ai limité je suis allée jusqu'à 10 ans, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des thèses qui ont été soutenues dans les 5-6 dernières années. Ça, on a vraiment un état des lieux de ce qui se produit. Alors évidemment, c'est pas exhaustif, hein, ça dépend du volontariat, des gens qui me soumettent leurs travaux ou qui sont proposés, mais ça donne quand même une idée de la recherche vivante, quoi. Donc ça, c'était un avantage. Ouais, ça représente aussi, je pense, plus pour le moral, en fait, des gens dans une période qui est assez difficile. Oui, parce qu'après avoir soutenu la thèse, c'est aussi vraiment qui est très difficile, si, en fonction de ce qu'on veut faire, hein, mais ceux qui veulent continuer en fait dans la recherche, ça va être cette longue période où on va devoir enchaîner les CDD, des post-docs, enfin, c'est un peu difficile, et donc c'est vrai que d'avoir encore un peu d'attention, ça aide à tenir, quoi. Tout à fait, et puis de valoriser, parce que c'est quand même un travail de recherche incroyable. Puis quand on a terminé, il y a une espèce de, comme tu dis, de creux, voilà. Et il faut pas oublier l'effort qu'on a fait pour arriver à aboutir à ce travail, quoi, qui malheureusement ne bénéficie pas d'une reconnaissance comme un ouvrage publié, quoi. Donc, et ensuite, je trouve ça aussi très intéressant pour ce qui est de l'exercice du point de vue du recenseur. Tout à fait. Ça oblige à avoir un aspect, un regard critique sur la thèse, de resituer la thèse dans le champ de la connaissance actuelle, d'apporter éventuellement de souligner les points qui semblent importants, novateurs, et en même temps de l'autre éventuellement des petites faiblesses, des choses, mais gentiment. Enfin, c'est pas le but, ce n'est pas, comme on me l'a dit, de descendre un adversaire ou un concurrent. Non, ça se fait dans un esprit. Toutes les recensions que j'ai eues, ça se fait dans un esprit vraiment très, comment dire, cordial, bienveillant, etc. D'honnêteté intellectuelle, voilà. Et du coup, j'ai constaté aussi que pour certains, on a différentes catégories de recenseurs. En fait, on a des très jeunes docteurs ou doctorants des fois même, et on voit que du coup, c'est vrai que l'exercice de la revue critique et puis d'être relu et de reprendre sa copie, c'est très formateur, en fait. Même après, quand on veut rédiger soi-même un papier, ça oblige à se poser des questions qu'on se pose pas forcément. Pour quelqu'un de junior, c'est un très bon exercice d'écriture. Dans la mesure où c'est court. Ouais, tout à fait. C'est pas facile, hein. Non, c'est déjà pas facile, c'est court. L'objet est bien contenu, parce qu'on va parler que de la thèse, donc il n'y a pas de risque de partir dans tous les sens. Tout à fait. Et donc c'est vrai que ça fait partie des bons premiers exercices, hein. Ça, des comptes rendus de livres, des comptes rendus de thèse, ça fait partie d'un bon premier exercice. Et pour quelqu'un de plus senior, l'intérêt peut être aussi de rester en contact du coup avec la recherche dynamique, de donner des conseils, d'écriture, ce que je disais, voilà. Et puis non, je pense que ça peut bénéficier différemment à toutes les catégories. Vous savez que dans les recenseurs, j'incluais aussi même les gens qui ont participé à des jurys. Alors il ne faut pas que ce soit une duplication du rapport de soutenance, parce que justement l'idée c'est aussi de se détacher de la soutenance, de lire la thèse comme un travail autonome, et pas en vue d'une présentation, d'un examen, même si c'est pas un interrogatoire méchant, hein. Des fois ça permet d'échanger avec des collègues, mais justement de donner une espèce d'afterlife à la thèse dans un autre contexte. Et donc c'est bien pour des gens, l'avantage c'est que c'est des gens qui ont déjà lu les thèses, qui la connaissent. Et alors ça leur demande un effort par contre pour se détacher de ce qu'ils ont pu faire dans le rapport, de ce qu'ils ont pu entendre pendant la soutenance, etc. Mais du coup ils peuvent aussi apporter éventuellement des compléments qu'il n'y a pas dans la thèse, parce que pendant la soutenance il se passe des choses. Donc le candidat peut apporter d'autres éléments. Donc voilà, il y a un peu, ça mélange plusieurs générations et plusieurs niveaux de recherche. Donc, et puis c'est interdisciplinaire aussi, il faut dire, j'ai beaucoup de mal. Enfin, je veux pas mettre de frontières évidemment, je me suis pas. Au début, j'ai été contactée par Landes, qui est spécialiste des doctorats scientifiques. Et après, on s'est rendu compte que c'était pas possible de couvrir toutes les disciplines, quoi. Ouais. Après, il faut trouver des relecteurs en mathématiques. Au-delà des seuls SHS, ça devient. C'est ça. Et en plus, la thèse n'a pas la même signification. Déjà, en SHS, elle n'a pas la même signification que sont les disciplines. Et pour eux, c'est pas. Enfin, je dis pas que c'est pas important, mais ils n'ont pas le même enjeu de publication, de se faire connaître, etc. Ils publient des articles à côté, ils n'ont pas forcément besoin que leur thèse soit connue. Genre en histoire, par exemple, c'est hyper important que la thèse soit publiée, sinon, effectivement, ça n'a pas de valeur. Enfin, c'est triste à dire, hein, mais je sais pas comment ça se passe en sociologie, mais la thèse, c'est une étape, mais si tu publies pas le livre, ça n'a pas de sens. Donc là, c'est un peu l'idée que, voilà, entre les deux, ou pour ceux qui ne la publieront jamais, il faut faire connaître quand même. Sinon, c'est un gaspillage, quoi. Donc, même pendant nos recherches à nous, on s'appuie rarement sur les thèses. Moi, je m'en suis rendu compte. Toute ma bibliographie de thèse, il n'y a pas de thèse, en fait, dedans. Donc là, ça peut aussi changer un petit peu nos pratiques de recherche. Aller plus voir vers ce qui se fait récemment, quoi.
Souvent, c'est du bouche à oreille. On sait, tiens, il y a machin qui a soutenu une thèse il n'y a pas très longtemps, tu devrais la lire. Voilà, mais sinon, on n'est pas au courant. Enfin, on va pas... Bon. Et alors, du coup, pour finir, Arnaud m'en voudra si je le dis pas, mais donc, est-ce que tu as l'impression, du coup, d'être devenue la publicitaire des thèses? Est-ce que je dis la publicitaire des thèses? Bah, je sais pas. Ça, c'est les consommateurs qui décideront. On peut voter sur la... Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée, c'est de valoriser des travaux qui tombent souvent dans l'oubli. Voilà. Et puis de valoriser aussi les recenseurs qui font le travail. Oui, c'est important de faire connaître, de faire quelque chose de joli. C'est ça, j'essaye. Alors, du coup, on a commencé avec une plateforme Hypothèse qui est efficace au début et pratique et commode quand on connaît bien l'outil. Mais voilà, là, on souhaite évoluer vers quelque chose de plus professionnel et de plus agréable aussi. Donc, il y a une collection déjà qui est en cours de construction sur Peers. Et là, je trouve que le marketing prend plus de force parce que, même si ça reste un outil scientifique rigoureux, voilà, c'est beaucoup mieux. Et puis, on peut... l'idée, c'est aussi qu'il y ait une visibilité. Enfin, les comptes rendus sont signés, ça me semble important aussi, je ne l'ai pas dit. C'est pas quelque chose d'anonyme ou... Justement, on aimerait susciter un débat, une discussion derrière, voilà. Ça reste quelque chose à travailler parce que, et je sais pas si c'est pas seulement un problème d'outils, je pense il faut créer quelque chose autour. Bien sûr, hein. Parce que sur Hypothèse, c'est quand même possible, on peut mettre des commentaires. Là, sur Peers, je pense que c'est la possibilité de créer une espèce d'appel, d'alerte qui va pouvoir peut-être solliciter une discussion. Parce que c'est dommage, une fois que... Puis ça peut durer sur une longue durée aussi. Voilà. Après, hein. Ça peut être quelque chose qui dure. Mais... Ou signaler un point, voilà, après on voit pas tout à la première lecture, ou voilà, ou il y en a qui sont pas d'accord. Hein. Donc voilà, c'est bon, bah, super. Une nouvelle de Lisons les thèses, et un compte rendu bientôt qui va être publié. Ouais, sur quoi alors, le dernier alors sur quoi? Ah oui, c'est sur les incivilités, comment régler le problème des incivilités sur les campus marseillais. Donc une thèse de sociologie assez très récente, je crois, décembre 2018. Tu la connais mieux. Je connais, puisque c'était soutenu dans le laboratoire de sociologie. Sous la direction de Laurent Micheli, Pierre-Olivier Weiss. C'est ça. Qui a travaillé sur les sentiments d'insécurité au début, je crois que c'était sur les campus. Et je me rappelle d'une histoire, il me racontait que les premiers trucs qu'il avait vus, c'était qu'il croyait que les gens allaient leur parler d'agression, mais que la première chose dont il leur parlait, c'est des sangliers. Voilà, si vous voulez tout savoir sur le lien entre les sangliers et les campus universitaires. Si vous voulez savoir plus, je savais pas qu'il y avait des sangliers sur le campus, mais j'ai appris ça. Mais si, il y a Lumini, oui. Et donc j'ai appris ça en discutant de cette thèse, ce qui montre que voilà. Je me suis retrouvée face à face avec un sanglier en pleine nuit sur la route de Lumini, oui. Voilà, donc cette thèse parle de ces expériences-là, justement. Donc, c'est intéressant. La violence n'est pas vraie. La violence, c'est pas toujours, c'est ça. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview. Allez, au revoir.